Bonjour. Marc Bloch est panthéonisé le 23 juin, on est le 22 juin 2026. Et donc j'ai essayé de m'inspirer, de lire beaucoup de textes, de conférences sur ce qu'il a fait. J'en arrive à deux points qui me semblent importants. D'abord, dans sa vie elle-même, c'est un historien absolument remarquable qui centralise le présent pour analyser le passé, ce en quoi j'approuve, puisque personnellement je considère que le prospectiviste, lui, se centralise sur le présent pour essayer de comprendre le futur. Et puis, c'est un homme qui donc était historien et était résistant. D'abord soldat en 14-18, il a terminé capitaine avec plusieurs médailles, je crois 3 ou 4 médailles, et il s'est engagé à 53 ans en 39 dans l'armée française. Donc, quelqu'un qui a une véritable double casquette absolument sincère et prouvée. J'ai deux choses qui m'ont interpellé dans l'ensemble des textes qu'il a produits. Le premier, c'est la réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, et le deuxième, c'est ce livre qu'il, non pas que lui a appelé une étrange défaite, qui a été nommé une étrange défaite, et qu'il a écrit entre juillet 40 et septembre 40. Alors, pour la réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, je pense, alors d'abord globalement, Marc Bloch est un remarquable prospectiviste. Finalement un collègue. Il publie en 1921 ce texte, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, c'est un article, il le publie dans la revue des synthèses historiques, et voilà ce que l'on en écrit. Les fausses nouvelles dans toute la multiplicité de leurs formes, simples racontars, impostures, légendes, ont rempli la vie de l'humanité. Déjà, en 1921, ils disent que c'est courant. Mais comment naissent-elles? De quel élément tirent-elles leur substance? Comment se propagent-elles? Gagnent-elles en ampleur et en mesure, à mesure qu'elles passent de bouche en bouche ou d'écrit en écrit? Nulle question plus que celle-là ne mérite de passionner quiconque aime à réfléchir sur l'histoire. Et je voudrais vous montrer deux choses. Marc Bloch a été fusillé en juin ou juillet 44. Je voudrais vous montrer des photos qui datent à peu près cette époque, peut-être 45, un peu plus tard. La première, c'est celle-ci. Vous l'avez tous vue. Il s'agit de photos de déportés de camps de concentration. C'est un faux total. Les soviétiques, puisqu'il s'agit de soviétiques à l'époque, pour témoigner de ce qu'ils étaient en train de libérer les camps de concentration, ont demandé aux paysans, à côté des camps, de prendre des habits et de se mettre derrière des habits de déportés et de se mettre derrière les grillages et pour prendre des photos. Alors, celle-là, c'est une des photos que l'on voit, qui est très connue, qui est reproduite. C'est véritablement scandaleux. Et je rejoins Marc Bloch sur les fausses nouvelles de la guerre. C'est une fausse photo. Regardez bien, les hommes ont des casquettes, ont des chapeaux. Il y a même une autre photo où ils sont très chevelus. D'ailleurs, l'un d'eux est chevelu. Ils sont habillés n'importe comment. Il y en a même un pour montrer qu'il est blessé, qui a un petit bandage avec, où il se retient par l'épaule. Enfin bref, un faux total. Ce qu'il y a de vrai, c'est ça. Ça, c'est vrai. Alors, je crois que cette photo montre d'ailleurs Elie Wiesel, je crois que c'est à Buchenwald. Ça n'a rien à voir avec la photo précédente, mais je voulais en parler parce que c'est absolument choquant de voir qu'encore aujourd'hui, 80 ans après la fin des camps, on présente encore de fausses vues telles que dénoncées Marc Bloch il y a un peu plus de 100 ans. Et puis, il y a le deuxième livre qui était intéressant, et j'en ai relevé quelques extraits, qui a été appelé par la suite Une étrange défaite. C'était pas son titre à lui, et d'ailleurs son fils n'était pas d'accord sur ce titre. C'est un texte qu'il avait écrit dans la Creuse, où il avait une maison, et qui a été trouvé par les Allemands, il a été récupéré, etc. Enfin, toute l'histoire, et il a été réédité un peu plus tard. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire en lisant ce texte, qui date de juillet 40, donc il a
40, 60, 86 ans, ou 85 ans, concernant une armée sclérosée. Or, c'est un petit peu le cas de l'armée française aujourd'hui. Il dénonce tout d'abord le caractère bureaucratique de l'armée. Alors, la bureaucratie, c'est pas fini, ça continue, et même, je pense qu'on bat des records, l'attribuant aux habitudes prises en temps de paix. Qu'est-ce qu'il en est après en temps de guerre? En particulier le culte du beau papier, ça n'a pas quitté, mais aussi la peur de mécontenter un puissant d'aujourd'hui ou de demain. Tout le long de la campagne, les Allemands conservaient la fâcheuse habitude d'apparaître là où ils n'auraient pas dû être. Ils ne jouaient pas le jeu. Deuxième point, l'incapacité des services de renseignement. L'armée s'épuise d'ailleurs le plus souvent, faute de savoir où est l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la question qui est l'ennemi. Mais alors là, je crois que justement, l'armée française, elle, pour l'avoir côtoyé un petit peu, elle sait les choses. Mais lorsqu'on les rend publiques, eh bien, on change de chef d'état-major des armées. Je crois que ça date d'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ensuite, la responsabilité du commandement. Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute? Aux parlementaires, à la troupe, aux Anglais, à la 5e colonne, répondent nos généraux, à tout le monde en somme, sauf à eux. C'est la charge de la responsabilité. En France, ça n'existe pas. C'est pour ça que Marc Bloch est vraiment prospectiviste, puisqu'il raconte, il décrit quelque chose d'il y a 80 ans qui est toujours d'actualité. La responsabilité du commandement. Ensuite, l'examen de conscience d'un Français, c'est lui-même. Marc Bloch n'attribue pas à l'armée toute la responsabilité de la défaite. Il met en question les carences de la première avec l'impréparation et la myopie du peuple français dans son ensemble. Marc Bloch constate ainsi une responsabilité partagée qui conduit à un renoncement beaucoup trop rapide, la guerre pouvant être poursuivie. Il explique comment les ouvriers à l'époque, je n'ai pas pris le texte, veulent travailler moins et gagner plus, et que les bourgeois veulent vivre de leur rente. Mais c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Et sa conclusion, sa dernière phrase, je suppose, peu de gens sont aveugles, mais seulement personne n'ose élever la voix et dénoncer les carences avant qu'elles ne soient révélées par le conflit, et dès lors, on n'ose pas remettre en cause les idées reçues. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, et ce que je crains beaucoup, c'est l'étrange défaite de 2027. Je repars en plongée. À bientôt.